Voilà, c'est parti. Nous sommes en direct, directement sur la page de Serge Bonin, citoyen engagé, mon ancienne page de candidat à la dernière élection, en fait, que j'ai continué à entretenir. Je poursuis ces entrevues, entrevues que j'appelle Vision. Je les ai mises en ligne parce que la dernière campagne, on me dit, ben, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de vision long terme, c'est plate, c'est de la gestion à la petite semaine. Alors j'ai dit, ben regarde, on va essayer d'aller voir les candidats à la chefferie du Parti québécois. Je suis avec Frédéric Bastien aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour. Comment ça va dans cette zone rouge maintenant? Toi, tu es à Montréal, moi, je suis à Lévis, donc on est tous les deux confinés en zone rouge. Ah, voilà, c'est ça. Alors, Montréal-Québec, même combat maintenant. On sera plus les querelles. La rivalité Montréal-Québec disparaît dans la COVID, là. Tous égaux, les deux villes égales, les deux régions égales dans la COVID. Mais c'est intéressant ce que tu disais, Serge, que tu dis, voilà, à la dernière élection, ça manquait de vision à long terme. On n'a pas de projet de société. Alors, euh, alors, dans cette affaire de reconfinement partiel, appelons-le comme ça, moi, ce qui me frappe en ce moment, mais depuis déjà en fait plusieurs semaines, depuis quelques semaines, c'est que il n'y a pas de vision à long terme de la gestion de la COVID. Alors là, je comprends, au mois de mars dernier, au printemps, c'était nouveau. Et moi-même, j'ai appelé et j'appelle toujours au respect des consignes. Ça, c'est Mhm. très important. Mais ce que je ne vois pas en ce moment, on peut critiquer par ailleurs, on a le droit de critiquer, mais on doit respecter. Ça, pour moi, ça, c'est fondamental, mais Absolument. on doit quand même permettre la liberté d'expression des gens sur la COVID. C'est un enjeu de société très légitime, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, mais moi, ce que je vois pas, et ça va être moi, ma critique du gouvernement dans cette affaire-là, c'est qu'en ce moment, je vais justement exercer mon droit à la liberté d'expression. En lançant cette critique, on voit pas de vision à long terme, à moyen terme. On est vraiment dans la gestion à la petite semaine. Alors évidemment, on attend tous un vaccin. On serait très heureux qu'il y en ait un. Tout le monde va, moi le premier, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui va être contre un vaccin. Tout le monde va se réjouir si un vaccin est éventuellement disponible. Même si c'est dans 6 mois, le temps que le vaccin soit produit, des milliards de doses vont être nécessaires. J'espère que tu n'as rien Ouais, il y a cassé. une petite bouteille qui est tombée. Il y a pas de mort. Bon, voilà, tant mieux. Alors, le temps que les gens soient vaccinés, etc., même s'il y avait un vaccin découvert, mis au point à court terme, là, disons dans 3 à 6 mois, ce qu'on souhaite, mais qu'on n'a pas de certitude, ça ne sera pas avant un an là, que tout ça va réussir, peut-être même un an et demi que ça va se mettre en place. Et puis, si le vaccin est trouvé seulement dans un an, 2 ans, on est peut-être encore dans une situation semblable pour 2, 3 ans. J'espère que non, là. Je suis Mhm. la première personne à espérer que non. Mais pour moi, ce qui est clair, c'est que le gouvernement doit planifier maintenant à moyen et à long terme si la COVID persiste. Mhm. Parce que s'il y a une troisième vague, une quatrième vague, parce que là, on nous dit, voilà, on va fermer pour 4 semaines. OK, OK, voilà, mais c'est malheureux pour les. Je me sens tellement triste pour les restaurateurs, les tenanciers de bar, souvent des entrepreneurs là, qui sont au front. Absolument. Euh, bon, et là, ça va coûter très cher pour aider ces gens-là, il faut le faire, là, mais est-ce qu'on a une vision à moyen et à long terme? Est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on va faire si ça perdure? Et ça, en ce moment, pour moi, j'ai pas la réponse moi-même, je vais être bien, bien honnête avec vous, mais on sent pas ça. On sent pas Je ça, sens et pas ça, qu'il y a une réflexion là-dessus. C'est sûr que les données changent beaucoup. La science étant imparfaite, évolue, puis il y a des données que, bon, on a l'impression que plus on en sait, plus on a de questions. C'est un peu ça. Mais toi, tu sens pas une volonté du gouvernement de dire, si ça doit durer long terme, voici vers où on s'en va. c'est-à-dire, c'est pas une question de volonté, je sens pas de réflexion en ce moment au gouvernement. Personne n'a l'air de savoir où il s'en va. Moi, ce que j'aimerais qu'on nous dise, c'est, écoutez, là, on s'arrête on met 3 régions en confinement au rouge. Voilà, pour jusqu'à fin octobre. On espère que ce soit ça. Mais là, après, qu'est-ce qui va se passer? Mhm. Parce que là, ça prend une vision à plus long terme pour voir combien de temps on peut rester confiné, là. Combien de temps on peut rester confiné partiellement? Il faut essayer de voir la possibilité qu'on est là-dedans pour longtemps.
Puis il va falloir aménager les relations sociales, le commerce, toutes sortes d'affaires. On doit réfléchir à comment on peut faire fonctionner ça avec la COVID, là. Et là, on est trop dans la petite semaine. Alors là, Mhm. moi, je suis un plan plus long terme si jamais la crise perdure. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'on doit faire à long terme? Encore une fois, humblement, je n'ai pas la réponse, Mhm. mais il faudrait vraiment qu'on ait rapidement, qu'on réfléchisse à ça et qu'on le dise aux Québécois. Parce que si les gens ne savent pas où on s'en va, puis c'est toujours la petite semaine, ben là, évidemment, ça va grincer des dents de plus en plus, puis il va y avoir, les gens vont vouloir peut-être, je sais pas, ça va être plus difficile à faire accepter. Toutes les contraintes, les restrictions qu'on va imposer. Absolument. Ben, on est tombé rapidement dans le vif du sujet. Je voulais quand même faire une petite introduction dans le sens que, bon, la course a quand même lieu depuis assez longtemps. Là. Ça fait 8 mois presque. Tu t'étais embarqué dans un projet d'environ 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois peut-être. Puis finalement, ben, ça s'étire, ça s'étire. Tu dois concilier avec le travail qui continue. Tu dois continuer à enseigner. Il y a la famille à travers tout ça. Euh, Voilà. Alors, toi et moi, on est deux pères de familles nombreuses, mais toi, plus que moi, avec quatre, mais je ben, pense que t'en as trois quand même. C'est quand même fort louable. trois, de nos jours, trois, c'est une grosse famille, hein? Absolument. Mais je voulais voir, bon, tu sais, on connaît Frédéric Bastien, l'homme engagé, le combattant, celui qui va au front, qui pose des actions, qui demande des excuses, qui fait des plaintes, etc., etc. Je voulais savoir dans le quotidien, qu'est-ce que les gens disent de toi, ta famille autour, tes enfants, peut-être même tes collègues. Qu'est-ce que les gens disent de Frédéric Bastien? Ah, ben, écoute, ma famille, durant la reprise de la course, là, ça c'était en juin dernier, alors il fallait avoir nos 2000 signatures, comme tu sais. Oui. Et là, à un moment donné, Michael, mon fils de 8 ans, alors évidemment, moi, je ne savais pas si j'allais avoir les signatures au début, donc j'étais modérément, je ne savais pas, en fait, j'étais modérément dans l'incertitude. Parce que moi, je suis parti de beaucoup plus loin que les autres. Et une chose qui a été un obstacle constant à partir du moment où il y a eu la crise de la COVID pour moi, c'est que malheureusement pour le PQ et pour la course, et je dirais pour moi en particulier, de façon tout à fait normale et naturelle, la crise de la COVID, la pandémie a naturellement pris dans La l'actualité, place. a accaparé l'attention de tout Mhm. le monde. C'est tout à fait normal. Et moi, j'étais celui des quatre candidats qui se sont qualifiés le moins connu, celui qui avait le moins de notoriété. Et quand on avait quand la course attirait l'attention au mois de janvier, février, décembre, moi j'avais des sorties qui percolaient énormément. Quand j'ai porté plainte contre la juge du Val-Esler, Mhm. quand je me suis attaqué à la commission scolaire English Montreal School Board, et là c'était vraiment donc je me faisais connaître, mes idées percolaient parce qu'il y avait beaucoup d'attention sur les candidats potentiels dans la course au PQ, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, etc. Et là est arrivée la course de la COVID, et la crise de la COVID, pardon, et non pas la course de la COVID, ou la course durant la COVID. Et là, évidemment, ça m'a complètement tiré le tapis de sous les pieds. Tout le monde aussi, d'ailleurs, pas juste moi, mais moi étant le moins connu des quatre, évidemment, ça m'a fait plus mal qu'à d'autres. Alors, je sais pas, qu'aux trois autres, là, ça c'est mon impression. Et là, durant la course, pardon, la qualification, la course aux signatures, nous, l'argent, on l'avait, c'était les signatures. Là, je me souviens de mon fils de 8 ans. Alors, on parlait de signatures je faisais des téléphones, etc. Là, mon fils de 8 ans, Michael, il dit, en tout cas, papa, j'espère que tu vas les avoir, tes signatures, parce que tu travailles fort, ça serait plate que tu les aies pas. Michael, 8 ans, qui allait de son analyse et qui disait vraiment, ça serait plate pour toi, papa. Donc, tu te voyais comme un travaillant, un persévérant, quelqu'un qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage, finalement, là. En fait, c'est parce qu'il le voyait au quotidien, j'étais Absolument. constamment au téléphone. Là, ça se passait beaucoup au téléphone. Des fois, c'était des Zooms, peu importe. Alors, donc, tout ça pour dire que mais alors, ce que mes enfants savent de moi, ce qu'ils voient de moi, j'aurais plutôt dit, ils me voient dans le quotidien, mais ils savent qu'évidemment, je m'intéresse beaucoup à la politique. Ils savent que je fais beaucoup de vélo. Donc, cycliste qui fait 4 5 000 kilomètres de vélo par année. Oh, Là. quand Alors, même. Quand même. une de mes passions en dehors de la politique, là,
passion que je partage avec Sylvain Gaudreault d'ailleurs, là, qui est aussi un cycliste. Et comme lui, j'ai eu des accidents en vélo assez graves, là, mais je m'en suis remis heureusement, là. Mais parce que le vélo est un sport dangereux, là, mais j'adore ça. Et puis voilà. Donc l'été, je roule beaucoup. Et puis l'hiver, je fais des courses de vélo virtuelles sur ordinateur. En tout cas, il y a des sites où sur un vélo stationnaire, là, OK. on transforme son vélo en vélo stationnaire, puis on fait des courses de vélo virtuelles. Voilà. Donc Donc, il est compétitif dans l'âme. très, très ah oui, oui, c'est vraiment là, l'esprit compétitif. C'est tout à fait ça. Je suis extrêmement compétitif. Je veux Mais je savoir. pense quand même que je suis plus doué pour la politique que le vélo. Ah, ben, eh bien, c'est à noter. Je voulais savoir, dans cette course-là, bon, là, on connaît pas mal les propositions de tout le monde, on sait pas mal où chacun loge. Je veux pas que tu fasses une critique des positions des autres. Je veux savoir, par contre, ce qui te distingue, toi, ce qui fait que toi, ta candidature, elle est unique, elle est particulière. Donc, c'est quoi ta couleur à toi? Ben, moi, ce qui porte ma campagne depuis le début, c'est la qualité de mes idées. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis moins connu, je suis moins implanté dans le parti que les autres candidats, en tout cas, moins implanté dans le parti que M. Plamondon et M. Gaudreault, et moins connu que M. Nantel. Alors, moi, ce qui me distingue, c'est que j'ai un plan concret pour atteindre la souveraineté, et je vais le répéter, il y en a qui m'ont entendu le dire. Premier mandat, on force une négociation constitutionnelle parce que les négociations constitutionnelles et l'appui à la souveraineté, ce sont deux choses intrinsèquement liées, Mhm. hein, ce sont les deux faces de la même médaille. Et donc, la seule façon de faire monter les appuis à la souveraineté, c'est de forcer une négociation constitutionnelle. Et on a le pouvoir au Québec de forcer une négociation constitutionnelle pour peu qu'on ait une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas en parlant de souveraineté, en réexpliquant, puis en disant voici l'angle économique, voici l'angle culturel, puis voici l'angle social, puis voici l'angle COVID de la souveraineté, voici l'angle environnement de la COVID, pardon, environnement de la COVID, dis-je bien, ouais. Oui. Alors, c'est pas en faisant ça, puis en disant on va parler aux gens comme ça, puis ils vont comprendre enfin. Moi, je pense que à un moment donné, à force d'insister, les gens, qu'est-ce qu'ils font là? Ils se bouchent les oreilles. Mhm. Ils veulent plus s'entendre. C'est plate. Je trouve ça dommage, mais c'est la réalité que je vois depuis plusieurs années déjà. Moi, je suis un souverainiste convaincu depuis que j'ai l'âge de raison. J'ai jamais changé d'idée. Mhm. Toujours été souverainiste et je vais mourir souverainiste. D'accord? S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et tant qu'il y aura de l'énergie dans ce corps-là, il va y avoir quelqu'un qui va faire la bataille pour la nation québécoise, la souveraineté, contre le régime fédéral, contre la Constitution de 82. Mais ce que je constate, c'est que la stratégie de la parlotte, puis la placote, puis pop, ça marche pas. Mhm. J'aimerais ça que ça marche, mais ça marche pas. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut porter un geste concret. Et ma stratégie, elle est pragmatique, elle est réaliste. C'est en posant des gestes concrets qu'on va avancer. On peut forcer une négociation constitutionnelle. C'est Je vais donner ton fameux Bing Bang, là. le fameux Bing Bang. Premier Donc, mandat constitution, deuxième mandat référendum, Bing Bang. mais je vais vouloir qu'on parle un peu du bang, parce Je que veux j'ai juste, l'impression que tu parles beaucoup du bing à travers tes interventions, mais le côté du bang de ton côté, comment va se passer le référendum? C'est quoi ta stratégie référendaire et tout ça? J'ai l'impression qu'on ne l'a pas beaucoup abordé. juste mettre un peu de chair autour de l'os. Je vais prendre l'exemple de la loi 21. Alors là, pour moi, c'était évident, comme je connais beaucoup ce milieu-là, les magistrats fédéraux, les juges fédéraux, je m'intéresse beaucoup à toute la question de la Charte canadienne des droits et libertés. Évidemment, je suis un grand défenseur de la laïcité, comme tu sais. Mhm. Alors, moi, je voyais bien que la juge Duval-Essler était complètement biaisée, accoquinée avec des lobbies anti-loi 21, comme l'association Lord Reading, par exemple. Alors moi, j'aurais pu
dénoncer Madame la juge du Val-Esla, écrire une lettre aux journaux, faire une conférence de presse, déchirer ma chemise, là, puis dire c'est scandaleux, regardez, là, la juge, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un scandale. J'aurais pu faire ça. Ça aurait duré 2 jours. OK? Puis ça aurait été correct de faire ça, légitime de faire ça. Mais moi, j'ai dit là, il faut poser un geste. Il faut faire quelque chose, pas juste parler. Et j'ai porté plainte au Conseil de la magistrature. Mhm. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, ça a fait une plainte. Et là, l'impact médiatique a été décuplé. Mhm. J'ai fait une plainte, et là, tant que la plainte n'est pas entendue, l'histoire continue. Et là, finalement, ça a été jusqu'au mois d'avril avant que ma plainte soit. Finalement, la juge a pris sa retraite. C'est formidable parce que le Conseil de la magistrature savait que la juge du Val-Esla prenait sa retraite au mois d'avril. Alors, début avril, elle est partie à la retraite. Puis là, fin avril, j'ai reçu une réponse du Conseil de la magistrature. Ils ont dit, ben écoutez, la juge a pris sa retraite, donc la plainte n'a plus lieu d'être examinée. Donc, ils se sont débarrassés de la patate chaude. Et là, j'en ai appelé en cour fédérale. Là, on est rendu en cour fédérale. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner en cour fédérale. Mais moi, j'aurais pu, après ça, dénoncer le fait que le Conseil de la magistrature a dit on s'en lave les mains, puis j'aurais fait une déclaration, puis j'aurais dit c'est inacceptable. Mais j'ai posé un autre geste. J'en ai appelé de la décision. Donc, autrement dit, c'est en posant des gestes qu'on fait avancer notre cause. Alors, des discours, c'est bien, des dénonciations, effectivement, il faut le faire, des explications, mais poser des gestes, ça parle beaucoup plus fort que de simplement parler. Puis moi, quand je dis qu'on va faire monter les appuis à la souveraineté, non pas en parlant, mais en posant des gestes, c'est en forçant une négociation constitutionnelle que l'appui à la souveraineté va monter. C'est la seule façon avec laquelle l'appui à la souveraineté va monter. Il y en a- Donc, oui, vas-y. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, donc ça, on est beaucoup dans ton Bing. Donc, dans tes gestes que tu poses, que tu veux poser à répétition, amener une négociation constitutionnelle. Il y en a qui disent que quand tu vas arriver devant le Canada en disant je veux toucher à la Constitution, mais je prévois un référendum après pour me séparer, ils disent que ça mine un peu ta crédibilité. Comment tu fais pour te défendre de cette accusation-là? Ben non, ça mine pas ma crédibilité. D'abord, peu importe ce qui va se passer, les fédéraux sont obligés de négocier. Ça, c'est clair. Alors, qui m'aime la face ou qui m'aime pas ma face, ou si c'est moi qui est le chef et le premier ministre, ou ça pourrait être évidemment un autre premier ministre, Négociateur, là. négociateur, peu importe. Mhm. Mais moi, comme j'ai dit, le référendum, ça va être dans le deuxième mandat. Dans le premier mandat, on va forcer cette négociation. Mhm. Alors, ils vont me dire, oui, mais d'abord, ils peuvent, même s'ils ne me trouvent pas crédible, ils sont obligés de venir à la table. On est d'accord. Ils ne peuvent pas ne pas aller à la table de négociation. Ils ont une obligation constitutionnelle de venir à la table de négociation. Alors, par conséquent, ce qu'ils doivent faire, c'est venir à la table, venir s'asseoir à la table de négociation. Et là, le référendum, il va avoir lieu dans un deuxième mandat. Ça veut dire qu'il va y avoir une autre élection en 2026. Si les Québécois pensent qu'on n'a pas été de bonne foi, alors ils pourront, dans ce scénario hypothétique, ils pourront nous reconduire dans l'opposition, nous renvoyer à l'opposition. Ils pourront nous reconduire au pouvoir s'ils veulent effectivement avoir le référendum sur la souveraineté. Et moi, ce que je dis, c'est que nonobstant les résultats de cette négociation, que le Québec fasse des gains ou qu'il n'en fasse pas, ce qui est certain, c'est qu'on va marquer des points, la souveraineté va gagner des appuis, Serge. Ça, c'est une leçon d'histoire. À chaque fois qu'il est question de constitution, l'appui à la souveraineté du Québec monte. Mhm. Par exemple, en 1964, Jean Lesage a fait une négociation constitutionnelle avec les fédéraux, avec le Canada anglais, et il a réussi à ramasser beaucoup de pouvoir avec la création de la Caisse de dépôt et de placement. Un énorme gain pour le Québec. Est-ce que ça a éteint la flamme indépendantiste? Bien au contraire. 2 ans après, en 1966, le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, a fait presque 10% aux élections. Mhm. Après ça, en 1976, Pierre Trudeau a menacé de rapatrier la Constitution sans le Québec. Alors là, Robert Bourassa s'est senti menacé et là, il a déclenché une élection et le résultat, ça a été le 15 novembre. Alors, c'est nous qui avons gagné l'élection. C'est pour vous dire à quel point
La Constitution nous a servi lors de cet événement. En 81, M. Lévesque a fait campagne sur la Constitution contre M. Trudeau. On a eu presque 50% du vote et évidemment un gouvernement, notre plus forte majorité dans l'histoire du PQ. Puis, qu'est-ce qui a permis à M. Parizeau d'arriver au pouvoir puis de faire le deuxième référendum? C'est l'échec du lac Meach en 1990. En 1989, il y a eu une élection en septembre 89. On s'est fait laver, on a mordu la poussière. Puis après ça, 9 mois plus tard, c'était l'échec du lac Meach. Ça a propulsé la souveraineté à des sommets inégalés. Donc, la constante, elle est là, elle est claire. Chaque fois qu'on parle de constitution, l'appui à la souveraineté monte. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peu importe le résultat, peu importe qui c'est qui négocie, peu importe qui est au pouvoir à Ottawa ou à Québec, c'est une constante dans notre histoire. Et c'est pour ça, Serge, que les fédéraux ne veulent pas en parler. Mm-hmm. C'est sûr qu'ils ne veulent pas en parler parce qu'ils savent très bien qu'on va marquer des points. C'est pour ça qu'ils disent on ne touchera pas à la Constitution. Puis les Québécois, ne bougez pas devant la belle grande statue. Là. Les fédéraux, ils ont une belle grande statue. Ben là, ça, c'est pas une statue des fédéraux, là, c'est une statue. Et là, ils disent, là, voilà, restez assis, vénérez la statue des fédéraux, la statu quo. Pas bouger devant la statu quo. Restez assis devant la statu quo. On vous aime assis, les Québécois, là. C'est ça votre place, les Québécois, dans la Confédération, assis, pas un mot plus haut que l'autre, puis surtout, parlez pas de Constitution. Là. Vous n'allez pas me parler de Constitution. Là. Non, non, ça, vous n'avez pas le droit de parler de Constitution. Bon, il y a deux choses qui me viennent en tête. Bon, la première, c'est qu'on dit souvent, la Constitution, c'est un peu complexe, c'est un peu loin du peuple. Les gens n'ont pas l'impression de pouvoir y toucher. Donc, c'est pas populaire en tant que tel. C'est difficile d'intéresser la population à ça. Donc, ça, je vais te laisser répondre à ça. La deuxième chose, c'est à long terme, dans l'esprit vision, quelle sorte de constitution tu verrais pour le Québec, puis comment tu verrais la rédaction de cette constitution-là? Donc, je te laisse avec ces deux questions-là. Là. Je ne sais pas dans quel ordre tu veux les prendre, mais... Oui, parfait. Alors, d'abord, première question. Toi, Serge, est-ce que tu as été scandalisé que Nathalie Normando, son procès avorte? Quelle a été ta réaction? Ben, on s'y attendait un peu, malheureusement, là, avec l'arrêt Jordan et tout ça, on s'attendait à ce que ça... Content de ce dénouement? Ben non, je suis pas content, comme tout citoyen. On voulait faire la lumière là-dessus, on voulait savoir ce qui s'était passé, là. Voilà. Et c'est en vertu de quoi que Mme Normando est sortie du palais de justice sans procès? En vertu d'une décision fédérale. Prise au nom de quelle loi, de quel document? C'est l'arrêt Jordan? C'est l'arrêt Jordan qui est basé sur la Charte canadienne des droits et libertés qu'on nous a enfoncé dans la gorge en 1982. Donc, la Constitution, c'est ça qui a permis à Mme Normando de sortir, d'éviter son procès. La Constitution, c'est ça qui a permis à des présumés meurtriers de sortir de prison. La Constitution a permis à de multiples fraudeurs, depuis l'arrêt Jordan, de sortir d'éviter des procès, dont certains même, des présumés fraudeurs ou criminels, avaient avoué leurs crimes. Ils avaient plaidé coupables. OK? Et là, ils sont sortis sans procès. OK? Alors, tout ça, c'est en vertu de la Constitution. Alors, quand on dit que la Constitution, ça n'intéresse pas les gens, c'est complètement faux. C'est faux. Tu sais, au PQ en 2018, là, on a dit, là, moi j'avais proposé à M. Lisée, on doit forcer une négociation constitutionnelle. J'y avais dit, M. Lisée, c'est ça qu'on doit faire. Il m'avait chargé de piloter un comité à l'interne pour travailler sur différents scénarios. Qu'est-ce que serait une campagne électorale où on promettrait justement de recourir à cette obligation de négocier du reste du Canada et des fédéraux. Alors finalement, pour toutes sortes de raisons, M. Lisée a décidé de mettre ça de côté. Et il a dit, OK, finalement, Frédéric, on ne fera pas ça. Alors, j'étais très déçu, tu peux imaginer, Serge. Et là, il a dit, on va faire campagne sur des lunchs gratuits dans les écoles, le Tinder du covoiturage. On va faire campagne sur les vraies affaires. On va parler des vraies affaires. Ça va intéresser le monde, les vraies affaires. Bien sûr, on roule nos airs comme François Legault. Là. C'est ça, François Legault, c'est les vraies affaires. Jean Chrétien, c'est la même affaire là-dessus. Jean Chrétien, Legault, les vraies affaires. Ça n'intéresse pas le peuple, ça, la Constitution. Là. Jean Chrétien qui dit le chômage, la Gaspésie, la Constitution, ça ne lui dérange pas. Ben, c'était un peu la même chose. Hein? C'est pas un peu la même chose, c'est la même chose. Et donc, tout ça pour dire que
Tu sais, alors voilà, c'est ça qui arrive quand on fait campagne sur les vraies affaires. On se fait laver parce que nous, on est le parti de la nation, puis on n'a rien à offrir à la nation. On a offert le degré zéro de la transcendance. Moi, je crois en la politique qui transcende, qui interpelle toute la nation. Et c'est pas vrai que la Constitution, ça intéresse pas le monde. Nous, on l'a même sondé dans le cadre de cette course. Il y a 80% des souverainistes qui veulent une négociation constitutionnelle pour gagner plus de pouvoir. Il y a même 54% des fédéralistes qui souhaitent ça. Mhm. Et si le PQ faisait ça, on se démarquerait complètement des autres partis. Et là, on ne serait plus dans les vraies affaires. On serait dans la transcendance, dans la place du Québec dans le Canada. Et c'est vraiment ça qui, je pense, pourrait nous donner, pas pourrait, nous donnerait l'avantage. Et ça, là-dessus, ma candidature, elle se démarque complètement de celle des autres, parce que les autres, c'est strictement parler, placoter, puis ça marche pas. Absolument. Je reviens à ma question sur ta vision future d'un Québec. Quel pourrait être le type de constitution? Comment elle serait rédigée? Est-ce que, bon, les idées d'assemblée constituante citoyenne, la critique qui dit on veut pas d'une constitution ou d'un pays péquiste, on veut d'un pays citoyen. Comment tu envisages ça, toi, à long terme, la rédaction d'une constitution d'un Québec pays? Ben, moi, je pense qu'on va se concentrer d'abord sur gagner rassembler, aller de l'avant pour faire monter l'appui à la souveraineté. Alors, évidemment, j'entends souvent mes adversaires, Sylvain Gaudreau, il dit d'abord, il faut faire monter l'appui à la souveraineté. Ben oui, ben c'est sûr. La question, c'est comment. Mhm. Alors, moi, j'entends pas les autres expliquer vraiment comment, à part on va parler. D'une façon ou d'une autre, ça revient toujours à on va parler. Et bref, et après ça, on fera une constitution quand on aura gagné le référendum. Alors, on ne mettra pas la charrue devant les bœufs. Une constituante avant de faire le référendum, c'est complètement absurde parce que là, on va se diviser entre nous. Il y en a qui vont vouloir un peu plus de tel ingrédient, un peu plus de tel autre. C'est la recette de QS, la constituante avant le référendum. Puis QS sont très divisés sur la question de l'indépendance. En théorie, en principe, ils sont indépendantistes. En réalité, la moitié de leur appui sont des fédéralistes. Mhm. Alors, eux, la Constitution, c'est le parfait véhicule pour noyer le poisson. Donc, on va faire une constituante, puis là, rendu là, c'est sûr que ça va aller nulle part, donc on va noyer le poisson, on va éviter une question très épineuse pour eux, parce qu'ils sont très divisés. Alors, c'est la dernière chose à faire, c'est faire une constituante avant le référendum. Après, quand on aura gagné, espérons-le un jour, un référendum sur la souveraineté, là, la question, c'est quel genre de constitution on aura. Moi, pour moi, il y a une seule chose qui est claire, c'est que le Québec va être une république. Ça, OK. pour moi, c'est clair. Moi, je suis foncièrement un républicain, donc une république à la française, une république laïque. Mais pour Euh, quelqu'un qui n'est pas très familier avec ces concepts-là, qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Ça veut dire qu'on ne sera plus une monarchie avec la reine comme chef d'État. Ça veut dire on ferait plus partie du Commonwealth et donc qu'on serait une république et qu'on aurait des principes républicains, n'est-ce pas? Et pour moi, ça va. Le modèle, c'est vraiment la République française avec ses grands principes, égalité, liberté, fraternité et aujourd'hui, j'ajouterais laïcité. Dans le contexte. Ben oui, mais c'est correct, il faut que tu martèles tes thèmes de campagne. Hein, il faut, puis d'ailleurs, je vais peut-être basculer un peu sur l'immigration parce que tu en as parlé beaucoup, puis c'est un de tes thèmes récurrents que tu aimes aborder et que toi, tu proposes directement une réduction des seuils à notre capacité d'accueil. Moi, j'ai une question là-dessus. Il y a quand même un bon pourcentage des immigrants qui sont décidés par le fédéral dans le cadre de réunification des familles. Euh, Si on diminue la part totale, est-ce qu'on ne diminue pas notre part de choix francophone, en quelque part, dans la sélection de l'immigration? Ben, d'abord, ce qu'il faut comprendre en ce moment, en ce moment, il y a à peu près 60% des immigrants qui sont sélectionnés par le Québec, 40% sont sélectionnés par les fédéraux. Exact. Alors, nous, dans la part qu'on contrôle en ce moment, il y a de moins en moins d'immigrants francophones. Ça, c'est la première chose. Alors, on ne sélectionne pas des immigrants francophones. Ça, c'est la CAQ elle-même qui l'a admise. La CAQ qui veut revenir au seuil des libéraux,
c'est-à-dire 50 à 55 000. Ils ont baissé un peu au début de leur mandat. Là, ils veulent revenir à 50-55 000. En admettant qu'il y a de moins en moins d'immigrants francophones. Alors, on reçoit 2,5 fois plus d'immigrants que la France par habitant, je l'ai déjà dit, ou presque 2 fois plus que les États-Unis par habitant. Alors, notre politique d'immigration, celle des libéraux avant, celle à laquelle la CAQ veut revenir, c'est une politique qui est irresponsable. Elle est responsable en fonction de notre capacité d'intégration et d'accueil des immigrants. Donc ça, c'est très clair. Et donc, moi, ce que je dis, voilà, il faut baisser ça d'à peu près de moitié, autour de 25 000 immigrants par année. Mais est-ce qu'on a un pouvoir de négociation sur la part du fédéral pour dire vous diminuez vous aussi votre part? En fait, c'est juste un pourcentage ou c'est un nombre fixe? Non, là, en ce moment, avec le pourcentage en ce moment, il n'y a pas un pourcentage de décidé d'avance. Okay. Les fédéraux peuvent faire rentrer plus de gens s'ils veulent ou moins. Nous, on peut en faire rentrer plus ou moins dans les catégories d'immigrants que nous contrôlons. Alors, donc, le pouvoir, on l'a sur ceux qu'on contrôle, forcément. Alors, on diminue un peu notre pouvoir dans cette stratégie-là. Non, on ne diminue pas notre pouvoir. On utilise notre pouvoir pour diminuer le nombre qu'on reçoit. Alors, au lieu de dire on va en recevoir... donc là, je vais vous donner un chiffre. Là. La CAQ, ils ont baissé à 40 000. Là, ils prévoient 43 000. Et dans 2 ans, on va être à 50 000. 55 000. Alors, je vais prendre le chiffre de 50 000, là, parce que c'était ça sous les libéraux. La CAQ veut revenir à ça. Sur les 50 000, il y en a 30 000 en ce moment, ou à l'époque des libéraux, qui étaient sélectionnés par le Québec. Dans 2 ans, on va être revenu à 50 000, donc ça va être la même chose. À peu près 30 000, si la tendance se maintient, sélectionnés par le Québec, puis 20 000 sélectionnés par le fédéral. Alors moi, ce que je dis, c'est non seulement on doit ramener notre 30 000, on va le faire passer à 5 000, on va être rendu à 25 000. Il y a 20 000 qui rentrent par la filière fédérale, 5 000 rentreraient par la filière Québec, ce que nous contrôlons. Et on va sélectionner des immigrants uniquement francophones et des immigrants éduqués. Ça, c'est la clé de l'intégration. Les immigrants éduqués francophones, immédiatement, là, ça se fait naturellement, ils s'intègrent au Québec et en général, ils partagent nos valeurs, notamment nos valeurs laïques. Mais est-ce que tu es en train de me dire qu'on n'a pas de pouvoir sur les 20 000 qui rentrent du fédéraux? Parce que forcément, ils ne seront pas francophones, ou en tout cas, ils ont moins de chances d'être francophones. On n'a pas de pouvoir sur ce que les fédéraux font. Et c'est pour ça que moi, je dis dans la négociation constitutionnelle que je veux forcer avec les fédéraux, je veux récupérer tous les pouvoirs en matière d'immigration. C'est très important. Et là, Serge, une filière qui est contrôlée par les fédéraux, c'est la réunification familiale. Alors, je vais donner un exemple qui est très, très, à mon avis, c'est pas du tout anecdotique ce que je vais dire. Ça représente une réalité qui pour nous, qui n'est pas du tout ce qu'on doit faire. Moi, il y a un commerçant ici à côté de chez moi, il est très sympathique par ailleurs, mais c'est pas du tout personnel face à lui. Alors, lui, il vient de un pays de l'ancien Empire britannique. Alors, le résultat, il est venu ici par les réunifications familiales. Alors, son père est venu ici. Et là, son père a gagné le droit de le faire venir, lui, son fils, au nom des réunifications familiales. Lui a fait venir sa femme. Et puis après ça, peut-être que ses enfants feront venir d'autres gens, je ne sais pas. Alors, un immigrant gagne le droit de faire venir d'autres immigrants, puis il y a d'autres immigrants qui arrivent par-dessus, en vertu du principe de réunification familiale. Cette personne, venant de l'ancien Empire britannique, parle anglais, vit à Montréal, travaille dans Rosemont, quartier 90% francophone, et parle très peu français. Alors, il se débrouille, il fait des efforts, mais évidemment, c'est son commerce aussi qui en dépend, sa clientèle est très francophone. Alors moi, je blâme pas lui. Lui, je veux dire, lui m'a raconté sa fille qui a une maladie, j'oublie laquelle, une maladie assez grave. Il m'a dit, ma fille serait déjà morte si j'étais resté au Pakistan. Ben, moi, je comprends d'être venu ici. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais fait la même chose que ce bonhomme-là. Qu'un chic type, là. Mais au niveau du choix d'immigration pour la culture québécoise, l'intégration et tout, c'est un très mauvais choix. Alors moi, je ne blâme pas cette personne-là du tout, mais je dis pour l'avenir, il faut récupérer les pouvoirs du fédéral pour éviter ce genre de choix-là dans l'avenir. Et nous-mêmes, dans la portion que nous contrôlons, il faut choisir mieux nos immigrants. Parce que le but de l'immigration, ça doit être de renforcer le fait français au Québec.
On était 82% de langue maternelle française au Québec en 1996. Aujourd'hui, on a baissé à 78%. Et avec les niveaux d'immigration des libéraux de la CAQ, ben, dans 30 ans ou 20 ans, on va être 70%, puis en 2100, on risque d'être 50% de langue maternelle française au Québec, ce qui serait vraiment dramatique. Ça serait dramatique. Absolument. Ben, je suis content qu'on parle aussi de la réalité humaine de l'immigration et pas juste, bon, je sais que dans le discours, c'est beaucoup des chiffres, puis des seuils, puis comment statistiquement on peut y arriver, mais il y a quand même des réalités très humaines à travers ça, donc je suis content que tu puisses en témoigner aussi à travers ton discours. J'ai une question qui est plus globale sur la vision long terme du Québec. Comment tu le vois, toi, ton Québec, dans 25, 50 ans, peut-être même 100 ans, même si tu ne seras plus là, on ne sera plus là personne, mais vision long terme, qu'est-ce que tu aimerais pour le Québec à toutes les sauces? Là, je te laisse un peu le libre choix. C'est sûr que là, on a parlé un peu d'immigration de langue, forcément. Il y Alors, avait ça. Serge, tantôt tu parlais de projet de société. OK? Oui. Alors, très intéressant. Moi, je suis pas au Parti québécois pour faire valoir un projet de société X ou un projet de société Y ou un projet de société W, là. Pour moi, c'est pas ça le rôle du Parti québécois. Mhm. Le rôle du Parti québécois, c'est de faire la bataille pour la nation, d'assurer la survie du peuple québécois. OK? Alors, comme disait René Lévesque, nous sommes des Québécois, nous sommes les héritiers de cette grande aventure que fut l'Amérique française, qui englobait au départ presque toute l'Amérique. Nous sommes les héritiers de ça et nos ancêtres, avec acharnement, avait écrit M. Lévesque en Option Québec, ont réussi à maintenir vivante une partie de l'Amérique française qu'on appelle le Québec. Mhm. Alors, pour moi, mon inquiétude, c'est la survie de notre peuple comme nation. C'est pour ça que je suis en politique. C'est pour ça que je parle de constitution. C'est pour ça que je parle d'immigration. Parce que justement, le Québec, pour moi, dans 100 ans, moi, je ne suis pas convaincu que mes enfants ou mes petits-enfants vivront dans un Québec où il y aura une majorité francophone. Je ne suis Mhm. pas convaincu de ça. Et je crains que nous soyons sur la voie de la louisianisation ou de devenir un gros Nouveau-Brunswick. Mhm. Moi, c'est une inquiétude très, très forte, très, très intense, et donc une espèce d'angoisse existentielle pour la survie de notre nation. Et pour moi, ça, c'est la seule raison pour laquelle je suis en politique. Alors, moi, j'ai des préférences de projets de société. J'aimerais mieux qu'on soit un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Mais moi, Frédéric Bastien, là, mes préférences de projets de société, là, c'est pas ça que je fais valoir en politique. Je suis pas là pour ça. Mhm. Là pour la défense de notre culture, pour la pérennité de notre culture. Puis c'est là que le Parti québécois doit être. Si on se positionne sur l'axe gauche-droite, bien là, évidemment, on va, mettons, promettre des choses à gauche parce on perd du vote à QS, mais là, on perd des votes à droite parce que là, on a des appuis, peut-être on a, pas peut-être qu'on a perdu à la CAQ. Puis on se dit, ah oui, mais là, il faut promettre quelque chose pour les gens plus vers la CAQ. On promet quelque chose plus à droite, puis là, on perd à gauche. On est comme un chien qui court après sa queue, comme ça. Puis on perd des deux côtés parce qu'évidemment, on ne peut pas réconcilier la gauche et la droite. C'est impossible. Mais nous, si on se positionne en dehors de l'axe gauche-droite, au-dessus de l'axe gauche-droite, sur la question de la nation, puis qu'on incarne notre combat pour la nation avec des mesures fortes comme forcer une négociation constitutionnelle, notamment pour avoir plus de pouvoir en immigration et à d'autres égards aussi, sur d'autres sujets, c'est comme ça qu'on va sortir de l'axe gauche-droite. C'est comme ça qu'on va pouvoir marquer des points, rassembler à nouveau la grande coalition nationaliste sous l'égide du Parti québécois, ce qu'on ne fait plus depuis des décennies. Est-ce que, bon, je sais que tu n'aimes pas beaucoup le mot clientélisme. Est-ce qu'on doit s'adresser aux jeunes de telle façon? Est-ce qu'on doit s'adresser à la communauté anglophone, aux autochtones de telle façon? Cependant, il y a quand même des courants dans la société qui ne se sentent pas nécessairement de cette nation-là dont tu parles, qui se sentent peut-être en périphérie, puis qui aimeraient peut-être être plus impliqués. Est-ce que tu as une vision pour ça, pour dire comment on fait pour embarquer les Autochtones avec nous dans ce projet-là, embarquer les anglophones avec nous dans ce projet-là, puis dire, ben, tu sais, parler français, c'est enrichissant aussi, puis ça va vous enrichir. Puis, as-tu une façon de les aborder qui est particulière à ceux qui ne se sentent pas nécessairement vibrer sous ce thème-là de la nation?
québécoise francophone? Alors, il y a trois communautés historiques au Canada. Il y a il y a les deux peuples fondateurs et il y a les Premières Nations. Ça, ce sont les trois groupes qui constituent le Canada et le Québec. Alors, la différence, c'est qu'au Québec, il y a une majorité francophone et c'est le seul endroit où un des deux peuples fondateurs est majoritaire. Mhm. Alors, moi, en dehors de ces trois groupes-là, en dehors des Premières Nations, en dehors des anglophones, ceux qu'on appelait avant les Canadiens anglais, en dehors des Québécois ou des Québécois francophones qu'on appelait autrefois les Canadiens français, il n'y a pas d'autres groupes historiques dans le Canada. Moi, je n'en reconnais aucun autre. Alors, il n'y a pas une communauté, je ne le dis pas pour être méchant Non, contre, non, par non. Mhm. la communauté italienne. L'italiano lo parlo bene, lo posso parlare agli italiani che vivono qui. Alors moi, je parle italien couramment, mais j'adore l'Italie, je suis allé plusieurs fois, j'écoute plein de télé en italien, mais il n'y a pas une communauté historique italienne au Canada ou au Québec dans le sens, dans le sens des Premières Nations et dans le sens des deux peuples fondateurs. Je m'excuse, non. L'italien, c'est pas une langue officielle, ça va jamais le devenir et ça Mhm. ne doit pas le devenir. Et c'est pas parce que j'aime pas cette langue-là, c'est pas pour ça, ça n'a aucun rapport. C'est parce qu'il y a trois groupes historiques et on s'attend à ce que ceux qui sont arrivés après s'intègrent à ces trois communautés, une des trois. Et au Québec, nous, on doit s'intégrer. Évidemment, on veut que les immigrants s'intègrent à la majorité francophone. Alors, pour moi, les aspirations du peuple québécois, c'est pas les mêmes que les aspirations des Canadiens anglais du Québec. Mhm. Ils sont Canadiens anglais, ils font partie de la nation canadienne anglaise qui vit au Québec ou des anglo-québécois. Alors, je ne les blâme pas de ne pas partager nos aspirations et je vois pas pourquoi ils les partageraient. Parce que ce sont des Canadiens anglophones. Pourquoi ils voudraient devenir minoritaires dans un Québec indépendant? Quel serait leur intérêt de vouloir ça? Alors moi, le mieux qu'on peut faire avec les anglophones, c'est de faire en sorte qu'ils parlent plus français, qu'ils acceptent le français comme langue officielle. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Moi, j'ai proposé, par exemple, plus d'immersion française dans les écoles anglaises au secondaire et au primaire, parce que ce que je constate, c'est que dans mes élèves à qui j'enseigne au collège Dawson, ceux qui ont fait de l'immersion française, ce sont ceux qui parlent bien français, Mhm. qui s'intègrent bien au Québec. Alors, ça donne des gens comme Geoff Molson. Alors, Geoff Molson, là, il va jamais être indépendantiste, là, on se comprend, là. Geoff Molson, il va jamais voter pour le PQ, j'en suis convaincu. Geoff Molson, c'est un anglophone bien intégré dans le Québec. Il va se sentir canadien d'abord, mais il est bien intégré quand même dans le Québec parce qu'il parle couramment français. Alors, mais moi, je ne m'attends pas à ce qu'on fasse des gains chez les anglophones parce que c'est pas leur même, on n'a pas le même intérêt national. Alors, et c'est pas faire injure aux anglophones que de dire cela. Moi, je vois la réalité des anglophones. Je travaille avec les Anglais depuis 12 ans. Je vois comment ils pensent et puis voilà. Donc, je pense pas qu'on va faire des gains chez les anglophones, qu'on doit ni les Autochtones. Il y a toute autre question. Moi, ce qu'il faut dire, c'est, et là, tantôt, on parlait de clientélisme, les néo-québécois, les jeunes. Moi, je pense pas qu'il faut découper l'électorat en petites cases et dire, voilà, il faut promettre telle chose pour les jeunes parce que ça va les chercher, puis on va gagner des appuis, on va promettre telle chose pour les néo-québécois ou tel groupe. Moi, je fais pas de différence entre les néo et les anciens québécois. Ça n'a pas d'importance pour moi. Euh, Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le vote patriote. Et je m'adresse à tout le monde de la même façon. Ça, pour moi, c'est très, très important. Quand on se met à découper l'électorat en petites cases, on fait le jeu des libéraux fédéraux, on fait le jeu des libéraux provinciaux, et ça, on l'a fait depuis plusieurs élections, et on a vu ce que ça a donné. Il faut s'adresser à toute la nation, il faut sortir du clientélisme, et ça, pour moi, c'est la bonne façon de réussir. Il faut avoir des enjeux qui concernent tout le monde. Excellent. Il y a une question qui vient de Lise que je te transmets. Probablement la dernière, on va clore là-dessus. On a presque une heure déjà de fait ensemble, donc je te remercie de ton temps. Et d'ailleurs, je te remercie en général de ton implication dans cette course. Les gens ne savent pas, mais ça demande énormément de temps, énormément de... Bon, on parle de courage. Je pense que oui, ça prend une part de courage aussi pour dire, bon, l'option est moins populaire, le parti est moins populaire, mais moi j'y crois et je vais militer pour ça. Je salue l'engagement de chacun des candidats à cet égard-là.
La question de Lise, c'est pour se battre contre la Constitution fédérale, il faut d'abord être un gouvernement, donc il faut d'abord opérer le gouvernement du Québec. Et ça ressemblerait à quoi le gouvernement de Frédéric Bastien? Comment il fonctionnerait? Ben, le gouvernement de Frédéric Bastien, ce serait d'abord un mandat qui porterait sur la Constitution. Toute mon énergie va être sur la question nationale. Enfin, évidemment, on va devoir prendre des décisions pour gouverner le Québec, puis on va les Mhm, prendre en éducation, en environnement, on va avoir des dossiers à régler, mais ce qui va nous distinguer dans notre action, c'est que nous, on va s'attaquer à la question du régime. mhm, En disant que le premier mandat d'un gouvernement de Frédéric Bastien, une grande part de notre énergie va être sur la question nationale. mhm. On va forcer une négociation constitutionnelle avec les fédéraux et avec le Canada anglais, et ça va être la priorité. Donc, Donc, ça serait un peu pas le slogan, là, mais enfin, le thème principal de ta campagne, c'est la Constitution, c'est là qu'on s'en va, on travaille là-dessus. Tout va découler un peu, l'idée du oui, parce programme. que, mais je vais donner un exemple, Serge. On avait un excellent programme en environnement, on avait un excellent programme pour les régions à la Mhm, dernière élection. mhm. Moi, j'ai lu le programme, là, il était bon, notre programme. Il était Euh, Euh, touffu, là. 132 pages. Est-ce qu'on a gagné l'élection? Ben non, on a perdu l'élection. Alors, autrement dit, on a des dossiers de gouvernement évidemment, on doit s'occuper environnement, région, éducation, mais pour gagner, pour marquer des points, ce qu'on doit mettre de l'avant, même si on n'oublie pas le reste, même si ça n'annule pas le reste, ce qu'on doit mettre de l'avant, c'est la question nationale. C'est ça qui est la bonne chose à faire pour nous. Donc, on doit avoir dans nos actions deux, trois choses, deux, trois priorités qu'on doit, qui sont les fers de lance de notre action pour que les gens nous identifient à ça. Quand on a 50 priorités, à la dernière élection, on avait 50 priorités, puis voilà ce qui arrive. On s'est fait laver. On a eu un échec historique. Voilà. Dernière question avant de se quitter. Parce qu'il y a un aspect qui est peut-être un peu moins connu de ta personnalité, de ta candidature, de ton parcours aussi. C'est l'aspect de l'étude des relations internationales. Alors, ma question, c'est quel rôle le Québec pourrait jouer dans la francophonie, donc un Québec-pays, pourrait jouer dans l'ensemble du monde, dans la francophonie? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Je présume que oui. Oui, 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 bien sûr. Alors, en gros, c'est le rôle qu'on joue déjà. Mais pour faire une histoire courte, bon, d'abord, la francophonie, malheureusement, c'est rendu trop gros. Il y a trop de pays qui ne sont pas francophones, qui font partie de la francophonie. Devenu un peu un machin onusien, alors qu'au départ, ça devait être beaucoup plus modeste, là. On a eu des gens qui n'auraient jamais dû être à la tête de la francophonie, comme Michael Jean, par exemple, entre autres, là. Alors, donc, pour moi, ce qui serait prioritaire, c'est les relations avec la France. Ça, on a beaucoup perdu là-dessus. Et dans un Québec, d'ici à ce qu'on soit souverain, on doit faire négocier plus d'ententes avec la France. La France, c'est un pays qui nous reconnaît de facto comme un pays souverain. Et donc, politiquement, pour nous, c'est très bon. Ça renforce nos prétentions nationales, appelons ça comme ça, nos ambitions, en tout cas, bref. Et en ce moment, ce qu'on doit faire avec la France, c'est signer plus d'ententes concernant l'immigration, parce que l'immigration de la France, pour nous, c'est une immigration naturelle et qui est bonne. Parce que, évidemment, c'est notre ancienne pays, notre ancienne mère patrie. Pardon. On a signé des ententes de reconnaissance des diplômes avec la France. On pourrait aller plus loin. On pourrait favoriser, en tout cas quand la COVID sera terminée, favoriser plus de mobilité avec la France et augmenter notre immigration. Pardon, j'ai quand même un chat dans la gorge. On va prendre une petite gorgée d'eau. Ben oui, fais-toi plaisir. Et donc, donc, accroître nos relations avec la France, Mhm. notamment les questions d'immigration, où je pense que la France est un partenaire naturel du Québec. Et quand je dis que les immigrants francophones et éduqués sont les bons immigrants pour nous, bien évidemment, ça inclut un pays comme la France. Excellent. Ben merci Frédéric, merci pour cet entretien.
Je vous rappelle que celles de Paul et celles de Sylvain sont en ligne déjà. Vous pouvez aller les revoir. Avec Guy, ça semble plus difficile de concilier les agendas. Je me croise les doigts si ça reste possible d'ici la fin de la course, mais ça achève. Il reste quoi? Il reste dans une semaine, c'est le vote, ou à peu près? Ouais, c'est ça. Alors, lundi ou mardi prochain, là, c'est le 5 octobre, ça tombe un lundi, je pense. Donc, c'est ça, du lundi au vendredi de la semaine prochaine, c'est la période de vote. Alors, allez exercer votre droit de vote, membres et sympathisants inscrits du Parti québécois. Vous avez toute la semaine pour le faire, soit par téléphone, par Internet, je crois aussi. Donc, il va y avoir différentes façons de faire. Vous avez le droit de voter pour, dans l'ordre 1, 2, 3, pour lesquels candidats vous semblent les plus pertinents. Un énorme merci, Frédéric, pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont été là. Parfait, ben au plaisir. Et puis voilà, je te laisse peut-être une dernière phrase d'ouverture pour dire en un mot comment tu qualifies ta candidature, puis on va se laisser là-dessus. Je vais dire l'espoir. L'espoir, bon, formidable. Merci Frédéric, merci à tout le monde. Merci, au revoir.